Donc, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos chers panélistes et puis rehausser la valeur et l'importance de la recherche scientifique dans l'innovation, le progrès technologique et la dissémination et la diffusion du savoir. Donc, donc, je vais passer la parole à Simourad Bellassoud, qui est directeur général de la recherche scientifique, pour donner son mot, cadrer et essayer de nous faciliter la tâche. S'il vous plaît, Simourad. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet d'une extrême importance, pas uniquement pour la recherche scientifique, mais pour l'avenir de la Tunisie, de notre pays. En réalité, je suis ici aujourd'hui pour représenter Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Monsieur Mandher Belaïd, qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui en raison d'un impératif imprévu de la dernière minute. En réalité, Monsieur le ministre tenait à être présent personnellement car les sujets et les questions abordées dans ce panel est d'une grande importance, aussi bien pour la recherche scientifique en Tunisie, mais également pour l'avenir de la Tunisie. Cependant, bien sûr, en raison des responsabilités gouvernementales, il lui a été impossible d'assister à cet événement. En réalité, j'essaie de vous donner une idée générale sur l'effort du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en ce qui concerne la recherche et développement d'une manière générale et surtout dans le secteur de l'énergie, la décarbonisation, la transition énergétique d'une façon générale. Comme vous le savez, tous les pays et tous les acteurs économiques aujourd'hui partagent l'idée de la nécessité de relancer l'économie à travers la recherche scientifique et l'innovation. Et l'économie de savoir est devenue aujourd'hui le moteur essentiel de relance économique. La Tunisie a réussi à développer un système national de recherche assez important les 30 dernières années. Donc, ce système de recherche est caractérisé par une forte densité en termes de structures de recherche, dont la moyenne par million d'habitants dépasse parfois quelques pays européens. Ce système également est caractérisé par un potentiel et un capital humain en termes de chercheurs et de doctorants assez important. On est classé le premier pays à l'échelle africaine en nombre de chercheurs par million d'habitants. Donc en réalité, notre système national de recherche possède un atout assez important en termes d'infrastructures et en termes de capital humain. De même, la Tunisie a réussi, depuis les années 2000, à mettre en place un tissu économique assez important qui est très varié et diversifié et qui touche pratiquement tous les domaines et tous les secteurs économiques. Mais aujourd'hui, aussi bien la recherche, le système national de recherche ou le monde socio-économique font face à de nouveaux défis. Des nouveaux défis qui concernent la transition écologique, la transition énergétique et bien d'autres défis. Donc, en réalité, il est important aussi de signaler que les objectifs stratégiques de notre système national de recherche consistent essentiellement à améliorer l'impact de la recherche sur l'environnement, l'impact de la recherche sur l'économie, sur le bien-être du citoyen d'une façon générale. Donc, en réalité, le ministère a œuvré pour développer une synergie sectorielle avec, bien sûr, tous les autres départements, tous les autres ministères, à travers la diversification des appels à projets, les projets scientifiques. Comme vous le savez, le ministère finance la recherche, je parle bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, finance la recherche d'une manière transversale, finance bien sûr les structures de recherche et les chercheurs qui sont rattachés
à notre ministère, mais également les structures de recherche qui sont en co-tutelle avec d'autres ministères, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, et bien d'autres ministères. Et donc, en réalité, le ministère a mis, au fil des années, plusieurs mécanismes de financement compétitif afin d'encourager aussi bien les structures de recherche, mais également des partenaires socio-économiques à développer des projets de recherche et développement. Et donc, en 2023, début 2024, le ministère a revisité les différents mécanismes et instruments de financement de la recherche afin d'intégrer et prioriser les appels selon des axes qui concernent et qui touchent l'économie d'une manière directe, aussi bien l'énergie renouvelable, l'environnement et l'intelligence artificielle. Et, comme vous le savez, ces piliers et ces axes prioritaires, bien sûr, constituent le fondement de la transition énergétique aujourd'hui en Tunisie. Donc, par exemple, la Tunisie a lancé, ou bien le ministère a lancé en 2024 les consortiums de recherche. Donc là, il s'agit d'un regroupement de structures de recherche, des laboratoires, mais également des partenaires socio-économiques, afin de développer une thématique qui touche réellement les questions qui sont liées, ou les questions liées à l'environnement d'une façon générale, l'énergie renouvelable et l'écologie. Voilà, donc également le ministère est dans cette dynamique, a l'ambition de créer un centre d'énergie renouvelable à Tataouine. Donc c'est un projet phare, c'est un projet qui va permettre à la Tunisie d'être un leader dans la région, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Ce centre sera non seulement un moteur pour la recherche, mais également servira comme une plateforme de coopération entre les secteurs publics et privés, permettant à la Tunisie de se positionner comme un leader et un acteur clé dans la région en matière de transition énergétique. Également, j'essaie de signaler que le ministère a également développé des formations en ce qui concerne l'énergie, en ce qui concerne la transition énergétique, en ce qui concerne la transition écologique, par la mise en place et la diversification et la consolidation de l'offre de formation au niveau des universités et des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, donc je crois que le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et particulièrement le rôle de la recherche scientifique dans ce domaine, le domaine de la transition énergétique et la transition écologique est très important. Le ministère est conscient des enjeux qui sont générés par cette transition et en œuvre en réalité pour développer davantage aussi bien la coopération entre la recherche académique, le monde socio-économique et les entreprises, afin, bien évidemment, de proposer des solutions concrètes à des problématiques réelles. Voilà, peut-être... voilà, merci. Merci, Simona. On va tout de suite enchaîner avec, en restant dans le même ministère, globalement, et puis je vais donner la parole à Simonji. Simonji, vous qui êtes à la tête du centre de recherche et sur les technologies de l'énergie à Bouj-Sedria, comment vous voyez le lien entre ce que vous faites en matière de promotion ou de recherche sur les technologies de l'énergie et la transition énergétique dans un premier temps et la décarbonation dans un deuxième temps, et quel lien avec les politiques publiques, comme vient de dire Simorad, au niveau des stratégies globales du ministère. Fath. Merci. Alors, avant d'entamer la réponse à votre question, c'est une question qui est assez pesante. J'aimerais remercier l'ANME pour avoir initié et organisé cette manifestation, cette première manifestation de grande envergure qui touche en horizontal tous les problèmes et implique toutes les parties, si vous voulez, pour la résolution de ce grand problème qu'on est en train de vivre dans le globe.
sur Terre, mais particulièrement au niveau du bassin méditerranéen, là où nous avons constaté l'augmentation de la température localement. Decarbomède, donc, c'est une initiative, première initiative qui, à mon sens, va apporter beaucoup de confort, de solutions. Je la remercie aussi pour, en relation de cette manifestation Decarbomède 2024 dans sa première édition à la recherche scientifique, je la remercie pour sa clairvoyance, c'est-à-dire, je vise bien l'ANME, la clairvoyance de l'ANME a fait que, par exemple, entre août 2022 et juillet 2023, le Centre de l'énergie de Borj Sedria, que je dirige, auquel j'appartiens, auquel j'ai toujours appartenu en tant que chercheur, nous avons réalisé une étude pour le compte de l'ANME, et dont le but, c'était de diagnostiquer l'état de la recherche scientifique. L'étude a été intitulée Potentiel de la recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Tunisie. Et c'est une étude, j'ai dit, que nous avons faite. Et les outputs de cette étude, ce sont des indicateurs clés et des recommandations que nous avons faites. Et pour les recommandations, probablement c'est l'ANME uniquement qui est habilité à en parler. Ce sont des recommandations pour la haute sphère politique. Et pour les indicateurs, je pourrais faire, si vous voulez, référence à quelques indicateurs pour les coupler à votre question et aller en horizontal maintenant pour répondre à cette question. Parmi les indicateurs, un indicateur sur le nombre de laboratoires de recherche en Tunisie qui travaillent sur le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il faut savoir que le nombre actuel, et je parle sous le contrôle de monsieur le directeur général de la recherche scientifique, le nombre actuel des laboratoires de recherche, c'est 501, si ma mémoire est bonne, et le nombre des unités de recherche, c'est une vingtaine. 27% de ces structures de recherche, laboratoires et unités, travaillent sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et ça, ce n'est pas négligeable, tout en sachant que si c'est 27%, les 73% travaillent sur toutes les autres disciplines, tout en sachant qu'on fait beaucoup en médecine, en biologie végétale, et on fait beaucoup dans d'autres secteurs. Parmi les indicateurs, il figure aussi, nous avons identifié entre 2012 et 2023 6600 articles impactés dans le domaine des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Nous avons aussi identifié 176 projets de recherche. Et ça, je vais le connecter à cette manifestation. Les projets de recherche, il y a 98 projets de ces 176 sont des projets internationaux. Et l'international, vu notre position dans le bassin méditerranéen, ça veut dire que nos partenaires dans ces projets, ce sont des partenaires nord de l'Afrique et la rive nord, c'est-à-dire l'Europe. La rive est qui a été quand même impliquée dans deux projets, à savoir la Jordanie, par exemple, a été impliquée dans deux projets. Et ça, ce sont des projets qui ont été réalisés au cours des 20-25 dernières années, ce qui donne une moyenne d'à peu près 4 à 5 projets par an. Et ça veut dire que nous naviguons à une cadence relativement élevée. Et ça, c'est comme, si vous voulez, les premières connexions entre les deux rives, ou si vous voulez, les rives, ou bien les connexions au niveau du bassin méditerranéen en ce qui concerne la recherche scientifique. Maintenant, en relation directe, si vous voulez, par rapport à la question, où est-ce qu'on est en tant que, bien évidemment, je ne peux en aucun cas parler de l'état de la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables dans tout le bassin méditerranéen, mais je vais en parler de la Tunisie. Je vous ai évoqué quelques indicateurs, mais je vais me focaliser sur l'institution à laquelle j'appartiens, si vous voulez, le Centre de recherche et technologie de l'énergie. Et probablement une autre institution. Historiquement, j'informe le public que la première cellule photovoltaïque en couche mince, et là je vais revenir sur ce que c'est couche mince très rapidement,
a été fabriquée vers le début des années 80 à l'Élit. Et la première cellule photovoltaïque à base de silicium cristallin a été fabriquée au Centre de l'énergie de Bourg-Sedri au début des années 90. Et ensuite, l'année suivante, les premiers panneaux ont vu le jour, avec des rendements avec lesquels on a commencé, c'était 13%. Début des années 2000, on avait provoqué une réunion dans le cadre d'un workshop auquel a participé l'UNIDO, la STEC, la NME et le centre de Bourg-Sedri. En ce temps-là, ce n'était pas un centre, c'était un grand laboratoire dans une autre institution. L'appellation a changé. Et on avait proposé la mise en place d'une industrie de fabrication de cellules et des panneaux photovoltaïques. Malheureusement, on a été critiqué et ça n'a pas marché. Pour ne pas tarder, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que la conjoncture internationale change à partir de 2008 et les politiques internationales ont changé pour qu'on arrive où est-ce qu'on est maintenant. Actuellement, et dans cette même salle, au cours de la TICAD 2008, il y a 2 ans, j'étais panéliste et j'avais annoncé que nous avons fabriqué les premiers grammes de silicium. Et je vous annonce aujourd'hui que nous avons fabriqué le premier barreau de silicium qui a cette taille, qui a la taille de ce micro-là. Ça veut dire que nous sommes à l'aube d'une industrialisation possible. Bien sûr, ce n'est pas le domaine de la recherche qui va faire, mais on peut accompagner une industrie. Qu'est-ce que c'est ce silicium et qu'est-ce que c'est ces cellules photovoltaïques? Regardez, la décarbonation, il y a eu plusieurs intervenants, il y a eu plusieurs compétences qui entrent, chacun en ce qui le concerne, dans ce méga sujet. Pour réduire ou neutraliser le carbone actuellement existant, il faut le résoudre à peu près entre 72 à 75% en utilisant les énergies renouvelables. Donc, les énergies renouvelables vont prendre sur leur dos 3/4 de la résolution du problème. Maintenant, qu'est-ce que c'est les énergies renouvelables? Les énergies renouvelables, il y a plusieurs actuellement. Et les tendances dans les 5 années à venir, et les tendances dans les 10 années à venir, c'est-à-dire moyen et long terme. Regardez le spectre des énergies renouvelables. 70% sera assuré par le photovoltaïque, 20% par l'éolien, et dans les 10% restants, il y a le tiers hydraulique et hydrothermal, et il y a un deuxième tiers bioénergie, et le troisième tiers réparti sur toutes les autres technologies. Maintenant, je reviens sur le 70% du photovoltaïque. Oui, 2 minutes, OK. Ah. Sur les 70% du photovoltaïque. Il faut savoir que ce photovoltaïque, il est fabriqué à partir du silicium essentiellement à 95%. Voilà pourquoi le silicium est important. 5% restants sont ce qu'on appelle les couches minces. Ce que vous voyez dans les installations photovoltaïques, vous les voyez des cellules circulaires, au carré, ou rectangulaires. Ce sont des cellules à base de silicium cristallin. Et ce silicium qu'il faut maîtriser ou qu'il faut fabriquer, et qu'on fabrique à partir du sable. Maintenant, pour respecter, si vous voulez, cette contrainte chronologique, je vais écourter et vous dire ce que peut faire le Centre de recherche et technologie de l'énergie. Dieu merci, nous avons atteint une vitesse de croisière relativement importante, de point de vue publication, de point de vue projet, de point de vue formation, de point de vue tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la décarbonation, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour le tissu industriel, ou pour le monde, tout le monde académique, et même pour les pays du bassin méditerranéen. Nous avons de très hautes compétences dans le domaine du photovoltaïque, allant du sable, passant par le silicium, passant par la cellule, le panneau, passant par le système électrique qui va utiliser cette énergie. Sur toute cette chaîne de valeur, on a des compétences de très haut niveau. On a des compétences de très haut niveau dans la valorisation énergétique des déchets, pour la production du biocharbon, biofuel et biogaz. On a de très bonnes compétences dans le domaine de l'efficacité énergétique. On a de très bonnes compétences dans le domaine de l'énergie éolienne. Pour l'hydrogène vert,
c'est un embryon qui commence à prendre forme. Moi, je n'exclus pas cette technologie. Pourquoi? Parce que le mix énergétique doit être un mélange de tout. Il ne faut pas être vulnérable dans... Ça, c'est un choix de pays ou de région. Il ne faut pas favoriser le photovoltaïque sur cette technologie. Chacun, en ce qui le concerne, on prend tout le spectre de toutes les énergies renouvelables et on fait jouer la complémentarité. Et merci. Barakallahu fik, Simounji. Maintenant, on a présenté un peu ce qu'on fait au niveau de la recherche scientifique, au niveau du ministère, stratégie, ensuite un centre spécialisé qui a quand même une très grande expérience dans le domaine, avec des perspectives assez intéressantes. Voyons ce qui se passe du côté de l'entreprise. Et puis, nous allons avoir deux interventions, deux témoignages. Le premier, c'est celui de Qais Mejri, qui prépare les zones industrielles. Et les PDG de l'AFI, c'est l'agence foncière industrielle. Et on va voir comment l'AFI s'est préparée pour cette triple transition, la transition numérique, la transition écologique et la transition énergétique. Et comment ces trois transitions, ces trois axes de transition pourront contribuer à décarboner les zones industrielles. Parce qu'à la fin, on cherche à impliquer l'entreprise dans un processus de décarbonation et puis l'entreprise vient s'installer chez l'AFI et chez Qais. Comment cette AFI s'est préparée et comment elle suit un peu cette évolution pour ne pas être à l'écart de ce qu'on fait au niveau du monde. Tfadal, c'est Qais. Barakallahu fik. Donc l'AFI, pour ceux qui ne connaissent pas l'AFI, c'est l'agence foncière industrielle et c'est l'opérateur national public qui aménage les zones industrielles sur tout le territoire du pays, allant jusqu'à 3000 hectares aménagés en tant que zone industrielle sur presque l'ensemble des gouvernorats tunisiennes. Donc, le sujet, c'est comment le territoire, l'aménagement de territoire et l'innovation peuvent être un vecteur pour améliorer la transition énergétique et améliorer la décarbonation. Bien évidemment, l'aménagement de territoire joue un rôle très important pour déjà aider à une efficacité énergétique, à améliorer toute réduction de consommation énergétique. Généralement, si on fait un mauvais aménagement, on dégage beaucoup de consommation, de perte d'énergie, de déplacements inutiles et des unités, qu'elles soient industrielles ou d'habitation, qui dégagent beaucoup d'énergie. Donc c'est important d'avoir un bon aménagement bien réfléchi, bien pensé pour déjà faire une économie d'énergie. Je penserai à cela à la cité de Bagdad, il y a déjà longtemps, dans le XIIe siècle, on avait construit une smart city, une ville intelligente, rien que par l'architecture circulaire, et qui a été reproduite après des 800 ans par le fondateur des iPhones, par Apple, qui ont fait le headquarter à l'image de la cité de Bagdad. Donc, un bon aménagement de territoire, c'est déjà une économie d'énergie et une forme de décarbonation, rien que par l'architecture, rien que par la vision et rien que par la stratégie bien pensée. Disons, l'AFI se trouve sur plusieurs zones industrielles et vu que la décarbonation et la transition climatique et les éventuelles réglementations qui se préparent à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, la transition énergétique devient un facteur déterminant dans la compétitivité des entreprises. On ne peut être compétitif que si on maîtrise ce volet énergétique pour réduire les coûts, mais également pour assurer une exportation à l'international. Or, l'AFI, puisqu'elle est le berceau de l'activité industrielle, doit être en mesure de donner aux industriels qui choisissent de s'installer dans nos zones l'environnement adéquat pour
développer des synergies pour réduire leur consommation. Et en ce sens, l'AFI a pensé sur une stratégie basée sur deux piliers, ce qu'on a appelé dans notre jargon le smart et le green. Comment développer des zones industrielles à la fois durables et intelligentes. Comment développer des zones industrielles où on peut offrir aux industriels la possibilité de profiter de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, 5.0 ou autre, la haute connectivité dans les zones industrielles. Et en ce sens, on est en train de travailler sur les cahiers de charges de l'AFI pour développer des zones non pas par des câbles en cuivre, mais des fibres optiques et à travers une forme de connectivité beaucoup plus performante, mais également des zones durables, green, où il y a plusieurs possibilités de réduire la facture énergétique des entreprises. De point de vue concret, l'objectif ou la vision de l'AFI, c'est de travailler sur des projets concrets qui visent à aider les entreprises à réduire, à assurer une décarbonation. Le premier projet sur lequel on est en train de travailler depuis un bout de temps, et on est en phase très avancée, c'est comment, dans la conception by design des zones industrielles, on prévoit des zones de production des énergies renouvelables dans la zone, que ce soit dans la zone elle-même ou à travers la production en déporté, c'est-à-dire dans des sites lointains. Déjà, on a commencé par identifier des sites industriels qui sont accidentés, qui ne sont pas utilisables, dont la viabilité économique de cette zone-là n'est pas assurée, pour les reconvertir en des zones industrielles pour installer des panneaux photovoltaïques. On a déjà identifié plusieurs sites, à Jandouba, à Gebes, etc. Et dans l'objectif est de les rendre comme des sites de production en autoproduction, en tant que premier modèle d'affaires, en autoproduction pour les louer à des industriels qui veulent produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables. Bien sûr, les modèles peuvent être au départ en autoproduction, mais ils peuvent être en SPV ou en production avec des tierces parties ou sous forme d'ESCO pour les entreprises qui s'y intéressent. Et déjà, on a un intérêt très important. Bien évidemment, pourquoi l'AFI ? Pourquoi l'AFI ? D'abord parce que l'AFI, dans la conception de leurs zones industrielles, c'est elle qui ramène l'extramuros et qui ramène les points de raccordement. Donc, investir sur des terrains qui sont déjà préinstallés, prééquipés, où il y a déjà les lignes électriques haute tension ou moyenne tension disponibles, où il y a la sécurité, le gardiennage, le monitoring, où il y a également tous les points de raccordement nécessaires pour plug and play de l'installation, peut être un vecteur d'accélération de plans de transition énergétique et de plans solaires pour la Tunisie à travers les investissements et la présence de l'AFI. Et c'est le plus important dans cette démarche-là. Également, ça peut être intéressant pour la STEG d'avoir un vis-à-vis, une zone où on peut déjà identifier et satisfaire les besoins des industriels à travers une homogénéité territoriale d'une zone industrielle. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille pour réduire la facture énergétique et améliorer la compétitivité des entreprises. Deuxième vecteur, deuxième projet sur lequel on travaille pour décarboner, c'est qu'on est en train de travailler sur ce qu'on appelle un concept, la symbiose industrielle. C'est comment arriver à créer des zones industrielles thématiques dédiées où on peut déjà, by design, dès la pensée de la zone industrielle, essayer de mettre une certaine synergie entre les industriels qui s'installent dans les zones industrielles pour créer ce qu'on appelle la mutualisation des services. Et on aura un panel cet après-midi que je vous invite à suivre cet après-midi qui en parlera de la mutualisation des services. C'est comment aider les entreprises à s'entraider, à développer des projets de collaboration ensemble pour que le pollueur peut faire bénéficier des entreprises qui gèrent la gestion des déchets, comment améliorer par exemple la mutualisation de la production de l'air comprimé, mutualiser la production électrique, mutualiser le froid, le chaud, etc. Et c'est une forme très intéressante de décarbonation
et éviter le gaspillage et faire plus d'efficacité énergétique. Et ça, c'est une thématique qui est stratégique et importante sur laquelle ils sont en train de travailler. Bien évidemment, on ne peut servir les autres que déjà commencer par soi-même. L'entreprise a commencé déjà par faire un bilan carbone, un exercice qui n'était pas facile. C'est la première entreprise publique qui a fait un bilan carbone et on l'a publié il y a 2 mois. Et l'objectif déjà, c'est de se mettre à la place des industriels et comprendre quels sont les défis de cet exercice-là. Donc on a fait un premier bilan carbone avec l'assistance de l'ANAME également, qui nous fait vraiment une main forte pour cet exercice-là. Et déjà, l'objectif, c'est de décarboner l'entreprise à travers la production électrique de l'entreprise à travers le photovoltaïque, un projet en cours de marche. On a créé le bilan carbone de l'entreprise et on a un plan de décarbonation de l'entreprise qui vise à sensibiliser, à informer, à déjà communiquer sur cette thématique-là dans plusieurs industriels qui ne sont pas encore sensibilisés et qui ne voient pas vraiment la vague venir. Et donc, on espère que la FI pourra être un vecteur de communication. J'ai pris beaucoup de temps et sur ce, je finis. On a acquis le terrain de chez l'AFI. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'API. On va se diriger à l'API pour faire une déclaration de création d'une entreprise qui est déjà installée sur un terrain AFI. AFI a fait son travail. C'est quoi le travail de l'API et comment l'API, comme organisme d'appui de développement de l'industrie et de l'innovation, pourrait aider à accélérer la décarbonation? Merci, Sissem. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas l'API, tout d'abord. Parce que l'API a été créée en 1972 et a toujours accompagné l'évolution de l'entreprise et de l'économie nationale. Un mot à dire, je ne peux pas rater cette occasion pour dire un mot aux organisateurs et à l'ANME. Je dois les remercier pour la qualité des thématiques reprises pendant ces deux jours et l'importance et la qualité aussi des intervenants. Tout au long de 2 journées on va vivre ensemble certainement des sujets d'intérêt commun pour la pérennité de l'entreprise et la responsabilité sociétale, la décarbonation, etc., etc. Au niveau de notre intervention, l'API, je pense que 2 départements au sein de l'API méritent d'être mis un peu en exergue. Mis à part la base de données, les informations, nous disposons d'un département qui s'appelle le Centre de soutien à la création d'entreprises, qui est composé, bien sûr, de 28 pépinières reparties sur tous les territoires tunisiens, en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces pépinières font la promotion de l'esprit entrepreneurial et de l'innovation et de la valorisation des résultats de recherche, la création de start-up, de spin-off, l'accompagnement en matière administrative et l'accompagnement au niveau des formalités et aussi l'accompagnement technique en se faisant assister par l'arsenal l'arsenal d'institutions d'appui dont dispose le pays et essentiellement le ministère de l'industrie des mines et de l'énergie, les centres techniques, les technopoles, la FI aussi, en disposant de toutes ces structures. Donc on aide et on accompagne les porteurs de projets et là on agit sur toute la chaîne de valeur entrepreneuriale et surtout le cycle de vie de l'entreprise, c'est-à-dire à partir de l'idée et puis formaliser l'idée, on a un document bancable qui peut chercher le financement. Après, aider et accompagner aussi et former pour démarrer, pour créer son projet. Et par la suite, il y a le suivi par le biais des avantages octroyés tout au long donc, du développement de l'entreprise. Après la création, il y a des primes et des avantages qui sont accordés par la loi tunisienne de
d'investissement, la loi d'investissement, et surtout dans les domaines de recherche et développement et dans les domaines et les sujets d'actualité et les sujets d'intérêt particulier pour l'environnement et pour le développement durable, parce qu'on est engagé dans un processus, la Tunisie comme tout autre pays, dans le processus de développement durable, c'est-à-dire une responsabilité envers la nature, envers l'environnement. Cette mise à part, donc cette action au niveau du Centre de soutien à la création, il y a ce qu'on appelle la phase idéation, c'est-à-dire on crée des cercles ouverts de réflexion pour créer des idées de projets qui sont utiles, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour l'économie, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour le secteur public aussi. Et là, ça s'appelle l'idée, l'avant-idée, c'est-à-dire l'intelligence, si on veut, l'intelligence collective, et comment formaliser ça ou développer des idées de projet à partir de la matière grise. La matière grise, c'est-à-dire que ce soit les étudiants, les chercheurs, les centres de recherche, etc., etc. Donc ça, c'est un centre de soutien à la création. La deuxième structure qui est le centre de développement et de l'innovation technologique, le centre d'innovation et de développement technologique qui a été créé en 2010 au sein de l'API. Et ce centre-là, un témoignage de l'évolution des activités de l'API, parce que dès la création, tout le monde sait qu'en 1972, on était en phase de lutte contre la mentalité agricole pour rendre un peu l'économie avec un état d'esprit industriel. On a créé cette agence avec des pôles industriels dans les régions, avec l'industrie classique. Après, en 1993, avec la promulgation du premier code d'investissement, où on a un peu poussé l'industrie à passer de la sous-traitance à la co-traitance, en favorisant donc le développement de la valeur ajoutée, le développement du transfert technologique et de la participation dans la conception. Et après, en 2016, une nouvelle loi qui a été publiée en introduisant d'autres modes d'encouragement tels que les subventions accordées aux dépenses ou la prise en charge de 50% des dépenses de recherche et développement, la prise en charge de 70% des dépenses de formation en matière de recherche et développement. Et là, ce centre fait donc la promotion et la mise en exergue de tout ce qui est projet innovant et projet de développement durable. Ce centre organise chaque année un concours national d'innovation et l'année d'après un concours national d'invention. Et on revient, c'est-à-dire le concours d'innovation est biennal, le concours d'invention est biennal. Et là, les sujets, toujours, les sujets qui sont mis à compétition sont des sujets qui se rapportent bien au développement durable, maintenant la décarbonation, l'industrie 4.0, toujours les sujets d'actualité et les sujets qui assurent un développement industriel et une pérennité pour l'industrie tunisienne. Et je pense là que ce centre joue un rôle aussi d'interfaçage entre le monde de recherche universitaire et l'entreprise industrielle, parce qu'au niveau, on revient au niveau de centres de soutien à la création et au niveau des pépinières où on héberge les projets, on fait maintenant le choix dans des comités de sélection spécifiques, on fait les choix pour des projets innovants de développement durable. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons plus de 20% d'entreprises qui hébergés au sein de ce réseau national des pépinières, qui sont sur la voie du développement durable et décarbonation. Et voilà, j'espère que j'ai donné une petite idée sur ces deux structures qui méritent d'avoir un peu un clin d'œil. Et merci. Merci à vous.
Je vais me diriger à Sir Roslani qui nous vient qui vient du Canada, hein, un autre monde, hein, et puis qui va nous parler des initiatives communes probablement et des possibilités de collaboration entre un centre canadien et probablement des entreprises tunisiennes sur cette question de décarbonation et de transition énergétique. Merci, Monsieur Maroki. J'aimerais tout d'abord remercier l'ANME, l'UTICA, les sponsors et les organisateurs de cet événement important. J'aimerais également remercier l'ambassade du Canada ici présente. Et avant de répondre à votre question, j'aimerais pouvoir présenter le CRDI brièvement. Hein, le CRDI qui veut dire Centre régional, Centre de recherche et de développement international. On le trouve souvent en anglais, IDRC, International Development and Research Center. Alors, nous sommes tout d'abord ravis d'être présents et de financer de la recherche ici en Tunisie. Nous avons 2 grands projets dont je vais parler plus tard. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une société d'État du gouvernement canadien. Nous dépendons du Parlement canadien. Nous avons un budget annuel de l'ordre de 120 millions de dollars que l'on consacre à la recherche. Nous couplons nos efforts parfois avec d'autres partenaires tels que Bill and Melinda Gates Foundations, Hewlett-Packard Foundations, pour pouvoir apporter plus de ressources aux projets que l'on finance. Alors, nous ne sommes pas un centre de recherche per se. Nous finançons de la recherche, c'est-à-dire que nous sommes tout le temps à la recherche de questions qui sont avant-gardistes et qui touchent les sociétés, la décarbonation entre autres, et on s'accouple avec des centres de recherche, des think tanks ou des individus pour pouvoir financer ces questions de recherche opportunes. Donc, une de nos caractéristiques, c'est qu'on procède à de la recherche par le Sud global, pour le Sud global. Okay. Et un aspect qui est sous-jacent à notre recherche et à nos financements, prenons le cas de la décarbonation, on sait que la décarbonation est en marche. Elle aura lieu. Chacun a des jalons différents, des dates différentes, des résultats différents. Mais en fin de compte, qu'est-ce que l'on cherche? On cherche que cette décarbonation soit équitable. On cherche que cette décarbonation n'accentue pas les différences. On cherche qu'elle impacte aussi bien les hommes que les femmes, que les moins nantis, que les plus nantis. En fait, quand on fait de la recherche, que ce soit technique, dans la finance ou autre, quand on la finance, on met toujours en exergue ces points. C'est important pour nous que l'on garde en tête que ce que l'on veut, c'est en fin de compte des sociétés qui soient inclusives et durables. Okay. Donc maintenant, je vais passer au propre des projets que l'on est en train de financer actuellement en Tunisie. Nous avons une vue un peu je dirais, 30 000 pieds, parce que du Canada, on peut voir le Moyen-Orient sous une autre forme. On voit beaucoup de synergies parmi certains pays. Alors, la décarbonation en Tunisie a certains aspects que, par exemple, le Maroc partage, ou par exemple que l'Égypte partage. Ce sont tous des pays qui ne sont pas producteurs d'énergie fossile. Donc, nous essayons de mettre chaque fois que possible des projets qui touchent et qui puissent bénéficier des expériences gagnées dans un pays pour je dirais, cross-pollination, faire la cross-pollination dans d'autres pays. Alors, un des projets qui est déjà en marche depuis certaines années, c'est le financement du rôle des micro, petites et moyennes entreprises dans la transition énergétique, sachant que la croissance vient principalement de ce genre d'entreprise. Alors, on est en train d'étudier quelles sont les barrières qui empêchent ce genre d'entreprise de pouvoir profiter de la transition énergétique, de la décarbonation, et de la mettre en place au sein de leurs propres unités. Alors, ce projet-là, c'est un projet qui touche la Tunisie, qui touche le Maroc, l'Égypte, la Jordanie et le Liban. Donc, on voit ici une certaine synergie entre tous ces pays. Et ce qui marche bien dans un pays, on essaye de le recommander pour des politiques publiques dans d'autres pays.
Et le deuxième projet qui est beaucoup plus récent, et j'ai eu l'occasion de venir ici il y a pratiquement un mois, c'est un projet qui concerne des mécanismes innovants pour le financement de la transition énergétique et plus particulièrement de l'efficacité énergétique. Et comme le directeur de la Banque européenne d'investissement l'a dit dans la session 6 ce matin, c'est l'un des low-hanging fruits, c'est l'un des points faciles à gagner si on veut assurer une bonne décarbonation de notre économie. Alors sur ce projet-là, le dernier, ce qu'on est en train de rechercher, c'est des mécanismes innovants par le privé, parce qu'on est quand même dans une économie de marché. On voudrait que ce soit le privé qui prenne le taureau par les cornes et qui avance, hein, plutôt que ce soit le public auquel on demande beaucoup de choses. Hein. Et récemment, un produit a été mis, je suis fier de l'annoncer, un produit a été mis en place, un fonds africain d'efficacité énergétique a été mis en place par une banque d'affaires qui est au Maroc et qui, on l'espère, va bientôt mettre ce même produit en Tunisie et peut-être plus tard en Égypte. Et ce produit, c'est un produit financier qui met en œuvre une synergie entre des acteurs dans le domaine de l'efficacité énergétique, Econolair pour ne pas le nommer. Et ici en Tunisie, nous avons l'École nationale d'ingénieurs de Tunis, qui est notre centre de recherche qui va faire de la recherche. Donc comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de la recherche per se, mais nous finançons. Donc nous sommes très fiers d'avoir comme partenaire ici l'ENIT, qui vient de signer le contrat pour avoir les fonds et qui a déjà embauché 2 postgraduates pour faire la recherche. Donc pratiquement comment ce fonds va fonctionner, nous savons qu'il y a on a souvent parlé pendant ces 2 journées sur les barrières financières. On peut avoir de bonnes idées, on peut avoir de bons processus, encore faut-il pouvoir avoir le financement de ces ambitions. Alors ce fonds-là, cette recherche a permis de mettre en place ce fonds-là qui, en fait, si vous êtes un industriel et que vous voyez que vous avez des opportunités d'efficacité, mais que vous n'avez pas un budget pour ça, étant donné la compétitivité actuelle internationale, eh bien, tout simplement, le fonds, avec ses compagnies de services, vont venir faire un bilan et ils vont se payer sur les bénéfices, sur les gains d'énergie qui n'est pas dépensée. Donc vous, comme industriel ou comme opérateur, vous n'avez rien à dépenser. Et ce genre d'instrument, nous pensons, est très important pour mettre en place une décarbonation effective. Voilà. Donc pour les autres régions, nous avons d'autres partenaires qui sont en train de mettre en place à peu près la même philosophie. Et à nous, à la fin de ce projet, c'est des projets qui durent en général 5 ans, de distiller un peu ce qui a été appris, hein, et de voir comment le marché a réagi, puisqu'on gère ce projet d'une manière d'économie de marché. Quelles sont les barrières? S'il y a des barrières, qu'est-ce qu'on peut faire? Et distiller des notes pour pouvoir influencer les politiques publiques, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Égypte, où ces 3 projets sont actuellement en cours de procédure. Qu'Allah fique, c'est Roselyne. Et félicitations pour ce que vous faites. Merci. Bon, maintenant, je vais m'adresser à un connaisseur, et un spécialiste de cette question de décarbonation, parce qu'il est allé jusqu'au bout au niveau de la comptabilité carbone. Parce qu'on ne peut pas décarboner sans savoir ce que nous consommons et sans avoir établi son bilan carbone ou l'empreinte carbone produit. C'est un processus relativement compliqué, pour ne pas dire complexe, et qui nécessite vraiment des connaisseurs. Et j'aimerais poser une question à Si Hajjaji, qui est professeur-chercheur, pour dire quel rôle de la recherche scientifique dans l'établissement des bases de données, parce qu'on ne peut pas décarboner sans connaître les facteurs d'émission du pays. Et les facteurs d'émission, c'est comme dit l'un de mes amis, c'est une bête à mille pattes. Donc, celui qui va faire le bilan carbone a besoin d'utiliser des bases de données. Ces bases de données doivent être préétablies
la recherche est pour quelque chose dans tout ça. Et Si Hajjaj, il va en témoigner parce qu'il est impliqué dans un projet de recherche de ce type. Fadl, Si Hajjaj. Merci, Sissami Barakallahu Fik. Avant d'entamer mon intervention, j'aimerais remercier l'équipe ANAME qui m'a invité, qui m'a associé à ce panel et de me donner l'opportunité de parler d'un sujet, c'est un sujet d'actualité, changement climatique, comptabilité carbone, taxe carbone aux frontières, les stratégies, les politiques de décarbonation. Et du coup, pour donner un intitulé à ma présentation, peut-être je dirais comment la recherche scientifique pourrait contribuer à l'élaboration des facteurs d'émissions tunisiens. Tout le monde, d'ailleurs, c'était l'objectif ultime du forum, de parler de la décarbonation, c'est-à-dire comment aider l'entreprise à tirer vers le bas son indicateur carbone. Lorsque je parle d'indicateur, je parle aussi bien bilan carbone de l'entreprise que l'empreinte carbone du produit. Et malheureusement, bien heureusement, on ne peut pas engager une stratégie ou une politique de décarbonation sans une comptabilité carbone amont. Certainement, ce forum n'a pas de sens en termes de décarbonation sans qu'une comptabilité carbone soit bien fignolée, bien structurée avec les indicateurs du changement climatique. Et du coup, pour pouvoir engager une comptabilité carbone, tout le monde parle des différentes méthodes, notamment la méthode GAGP, Greenhouse Gas Protocol Methodology, qui dit pour calculer le bilan carbone, c'est la base de toutes les méthodes actuellement utilisées dans le monde. Pour calculer le bilan carbone, il y a les fameux Scope 1, Scope 2, Scope 3. Et toutes les méthodes actuellement utilisées dans le monde pour calculer les émissions, on a besoin de deux informations clés. La première, ce sont les données d'activité. Votre entreprise, votre organisme, combien elle a consommé de la matière ou d'énergie, sont des données d'activité multipliées par un facteur d'émission. C'est des facteurs d'émission, données d'activité, combien l'entreprise consomme l'électricité par année d'exercice, multiplié par un facteur d'émission. Et le mystérieux facteur d'émission, ça reflète les émissions de gaz à effet de serre pour produire ce flux de matière ou d'énergie. C'est-à-dire là, j'ai une consommation électrique, kilowattheure par année d'exercice, multipliée par la quantité de CO2 émise pour la production d'un kilowattheure. Et l'enjeu maintenant, comment chercher ce facteur-là? C'est-à-dire si ce facteur-là présente une précision, une incertitude, certainement notre bilan carbone, ça va passer à côté. Et du coup, l'aspect de recherche-développement, la valeur ajoutée, ça vient de là. Qu'un facteur d'émission d'électricité tunisienne, il est différent de celui canadien. Parce qu'il est différent également du facteur d'émission français. Parce que notre électricité tunisienne, elle est produite à 97%, 95% de l'énergie du fossile, du gaz naturel. Alors que si on considère le cas français, elle est à 75% générée par l'énergie nucléaire. Et du coup, il y a une différence entre ces facteurs d'émission. Et du coup, cette différence-là fait que chaque État, chaque entreprise, chaque structure développe des facteurs d'émission propres à ce contexte d'étude. Et là, c'est le rôle de la partie recherche scientifique pour aider les entreprises tunisiennes à calculer les facteurs d'émission. Autrement, c'est un constat que je remarque, je travaille depuis les années 2007 dans le contexte français sur la comptabilité carbone. Parfois, on est en train d'abuser d'utilisation des facteurs d'émission qui ne reflètent pas le cas tunisien. Le cas le plus usuel pour nous, c'est l'électricité tunisienne. Alors là, j'ai fait des reviews sur des études tunisiennes et chacun travaille avec la valeur qui raconte en premier lieu. Cette valeur-là, il a pu identifier depuis la bibliographie et il va appliquer cette valeur-là sans s'assurer que ça reflète d'une part une dimension géographique, parce qu'on ne peut pas importer un facteur d'émission d'un pays voisin. Ça doit être propre à nous en Tunisie. Le facteur d'émission, j'ai pris l'électricité, mais ça peut se dupliquer pour le SONED, pour tout ce qui est consommable, le carburant, tout ce qui est rame de papier utilisé, pour tout ce qui est flux du scope 3.
Deux, il ne va pas respecter l'aspect temporel du calcul d'indicateurs d'impact. On sait tout le monde que ces valeurs, les facteurs de caractérisation du GIEC, elle a été évoquée le GIEC, ces valeurs, les assessments de rapport du GIEC, les facteurs de caractérisation, le PRG des gaz, ça évolue. Ça veut dire, c'est-à-dire le PRG du protoxyde d'azote, dans le 5e rapport du GIEC, il était 265. Actuellement, il est 273 dans le 6e rapport. C'est-à-dire, si on va utiliser des facteurs d'émission de l'électricité tunisienne qui datent de 2015, ça ne passe pas maintenant. Alors là, et le problème, ça s'annonce. Ça colle pas avec le rapport, le R6 du GIEC. Et du coup, on doit être méfiant de l'origine géographique de l'information. De la date au cours de laquelle l'étude a été faite. Et là, c'est de notre responsabilité tous. Alors, les facteurs d'émission pour calculer le bilan carbone, c'est de notre responsabilité collective. En aucun cas, on pourrait parler d'un bilan carbone sans disposer de jeux de données qui se ramènent à l'eau de robinet. Honnêtement, jusqu'à présent, on n'a pas ces valeurs-là. On n'a pas des facteurs d'émission de l'eau sonnette. Nous sommes en train de faire des acrobaties avec la base de données convente, avec des petites manipulations pour adapter et convaincre les cas tunisiens. Mais honnêtement, ça restera des données proxy, des approximations. Ça reste 1 minute, si ça. 1 minute. Ah, et du coup, là, c'est le rôle de la recherche scientifique. Et là, la a été exprimé par notre ministère. Et là, c'est le rôle de recherche scientifique. Nous sommes en train actuellement de lancer des travaux de thèse pour créer les bases de données tunisiennes, pour créer les jeux de données sur les engrais. Donc, vous allez remarquer dans Econ 23.11 les engrais tunisiennes. On vient d'intégrer dans la base de données Econ 20, ce sont des travaux de thèse à l'École nationale d'ingénieurs de Gabès, le ciment tunisien. Si on trouvera des financements, on va travailler sur l'autre SONED, on va travailler sur l'autre T au niveau de notre service de l'ONAS. Si on va trouver des financements, on va développer des jeux de données. Honnêtement, sans ces jeux de données, on ne peut pas parler d'un bilan carbone ni empreinte carbone en Tunisie. Pour que je suis un enseignant universitaire avant tout, je suis très déterminé au niveau des facteurs d'émission. On ne peut pas réussir nos bilans carbone aussi bien pour les banques avec le fameux post-15, l'investissement, et c'est notre responsabilité à tous de travailler sur cet aspect pour réussir notre décarbonation. Et encore une fois, je veux me référer à une citation d'un politicien, ça s'appelle Michel Havard, compter pour savoir, savoir pour agir et agir pour réduire. Donc on ne peut pas réduire l'impact du changement climatique sans qu'on sache a priori nos émissions, et on ne peut pas savoir ça sans engager une comptabilité carbone amont. Le sujet il est très ramifié. J'essaie de synthétiser d'une manière rapide les moments forts, mais encore une fois, on doit travailler. Tout le monde, ce n'est pas le sujet des structures de recherche, c'est un sujet qui pourrait être qui pourrait avoir un aspect de partenariat public-privé pour réussir ça, et c'est dans l'intérêt de notre pays. Merci encore une fois. Ben, notre panel arrive à sa fin. On va voir ce que nous avons dit. Est-ce qu'il a du sens chez les jeunes ou non? Et le dernier témoignage, c'est le témoignage de Sir Issam, qui a développé une start-up et qui va nous dire comment la start-up pourrait faciliter la transition énergétique et faciliter la décarbonation. Entre-temps, préparez-vous, on va prendre 2 ou 3 questions parce que le temps presse. Et puis, par la suite, je vais donner la parole à Monsieur le Président pour clôturer cette session et ce panel. Tfadal, Sir Issam. Tout d'abord, je tiens à remercier la NME pour l'invitation et pour d'avoir l'opportunité de participer à ce beau panel. On propose une solution, un système de gestion d'énergie. C'est l'une des parties
les plus disons, l'une des briques nécessaires pour atteindre une transition énergétique. Il y a la partie mesure, la partie détection, la partie reporting et la partie amélioration continue. Donc on doit avoir de la technologie qui facilite ça. Donc nous on a commencé avec la recherche et développement pour développer la partie hardware. Après, bien sûr, la partie software en parallèle. Et là, on continue, après avoir déployé la solution chez des industriels, chez des clients, on encourage cette transition énergétique sur 2 volets, chez nos clients, parce que la solution est faite pour aider ces entreprises à améliorer, à optimiser et à réduire leur empreinte carbone et leur consommation énergétique. Mais aussi sur la partie recherche et développement, on est en train d'investir et de développer des algorithmes, des bases de données, des jeux de données, de publier des articles. Et d'ailleurs, avec notre entité à Toulouse, on est en train de collaborer avec des laboratoires sur place, chose qu'on veut aussi faire en Tunisie. Donc c'est un cofinancement de la BPI, de nos propres financements. Et le but, en fait, c'est de concrétiser. Donc, on ne fait pas de la recherche et développement pour la recherche et développement. C'est vraiment pour développer des produits qu'on peut rentabiliser, qu'on peut générer du chiffre avec. Disons, nous, comme start-up, en fait, les start-up, c'est la concrétisation, c'est le dernier stade de déploiement de ce genre d'initiatives de recherche et développement. La start-up est caractérisée par une croissance assez rapide, donc l'accélération, c'est dans notre ADN, et on est assez agile, on peut déployer rapidement, on peut avancer rapidement, mais il y a du travail qui se fait avant, donc il n'y a pas d'accélération sans d'avoir de la matière derrière. Et d'ailleurs, ça fait 6 ans qu'on est opérationnel sur le marché tunisien et maintenant sur, je crois, 12 pays, sur 12 pays autres que la Tunisie. Et on a évolué, donc on déployait, on développait nos produits et on les commercialisait au même temps. Donc on n'a pas passé 6 années à développer une solution, à faire de la recherche et développement et après on passe sur le marché. C'était des choses qu'on faisait en parallèle. Et maintenant, en fait, ce qui va nous rendre, ce qui va améliorer notre compétitivité sur le plan international, c'est effectivement c'est la partie intelligence artificielle qui est l'un des outils qui vont faciliter, qui vont transformer les systèmes de management de l'énergie, mais aussi tous les autres volets de la transition énergétique. C'est un outil assez puissant. On essaie d'être en phase avec ce qui se fait chez les autres entreprises. Et ça se fait en collaboration, en partenariat avec tous ces organismes les financeurs, les centres de recherche, les laboratoires de recherche. Et voilà. Merci beaucoup. Formidable. Félicitations. Donc, s'il y a des questions dans la salle, on va prendre 1, 2. Ici. Donc, on prendra 2, 3 questions à Kahou. Et on va clôturer ce panel. S'il vous plaît, présentez-vous et posez votre question. D'accord. Merci. Moufid Al-Ramzan, chef d'unité des études fiscales à la DGELF, ministère des Finances. Donc, je voulais m'adresser à M. Hajaji en ce qui concerne les bilans carbone et l'empreinte carbone. Pour qu'on puisse instaurer la taxe carbone, faut-il encore que l'empreinte carbone soit obligatoire? Parce que l'imposition à cette taxe dépend de cette empreinte carbone. Donc, pensez-vous que le fait qu'elle soit le bilan carbone soit facultatif ou comme l'audit énergétique, bien sûr, mais l'audit énergétique, étant donné qu'on donne des subventions, donc on a intérêt à le faire. Par contre, l'empreinte carbone et les bilans carbone, je pense que faut-il encore l'instaurer d'une façon obligatoire au sein au moins des 6 secteurs qu'on va commencer pour instaurer la taxe carbone, la cimenterie, l'acier, l'automobile, l'énergie, 6 secteurs les plus polluants et les plus énergivores. Donc, pour nous, en tant que ministère des Finances, qu'en est-il de l'empreinte carbone pour le produit
exporté de la Tunisie et importé par la Tunisie. Et merci. Je vous en prie, madame. الله فيك دقيقة ناخذ السؤال الثاني. Merci. أنا جيتك سي حجاجي. Halim Hami, chercheur au Centre national de recherche en sciences des matériaux, Technopole Boursadria. Je remercie ces Hajaji aussi, moi aussi. En premier lieu, c'est Hajaji et je saisis l'occasion que c'est Mourad Blassoudi là et Simon Jibouaïcha Kif Kif. Pour le facteur, je vous remercie, je souligne, j'insiste sur les facteurs d'émission. C'est Hajaji vient de nous citer l'un des plus grands problèmes pour le calcul du bilan carbone et l'empreinte carbone. Ma question à ces Hajaji, est-ce qu'on peut se limiter juste à ce moment-ci de travailler avec les approximations de la France, de l'Europe, etc., comme par exemple le coefficient de l'électricité travaille avec 0,23, je pense, et nous à 0,49 à ce moment-ci. Ça, c'est ma question à ces Hajaji. Et ma demande à ces Mourad qui est là, à ces Monji, d'encourager nos chercheurs et surtout en formation diplômante sur les bilans carbone, sur comment calculer le bilan carbone et sur nos sujets de recherche sur ce problème-là des facteurs les facteurs donc de risque pour le calcul. Merci donc pour les panélistes. Moi, je m'adresse à Simonji. Donc, étant un docteur ingénieur à la compagnie de phosphate de Gafsa, donc j'ai travaillé sur les substances utiles et en même temps je belle la taf ou la silice. Vous avez parlé, donc vous avez fait la répartition 70% photovoltaïque, 20% éolien et puis les 10% le reste. Donc puisqu'on va aller, et puis les prévisions, il faut aller à 35% du mix là, donc pourquoi pas ne pas fabriquer les cellules photovoltaïques là-bas par la silice sur place là-bas, et puisqu'il y a aussi la zone industrielle, donc la gueule là, il faut la valoriser. Et puis l'autre, les déchets de silice, on peut les utiliser pour les bâtiments. Mais dans votre répartition, je pense, puisqu'à Gafsa, il y a toujours le problème de l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de pollution là, on a essayé de travailler avec les fines qui sortent du phosphate, la fraction inférieure 70 microns, et on peut faire des plantes pour fabriquer le biofuel. Et on a fait des tests avec les Espagnols, il y a Nicotina et tout. Donc pourquoi ne pas aussi envisager aussi, en plus de l'hydrogène vert, l'éolien, etc., le biofuel, puisqu'il y a beaucoup de terres incultes et on ne peut pas faire ça. Donc il y a un compromis entre soit installer des cellules photovoltaïques ou bien faire ça, ou bien faire les deux. Donc aussi, c'est un chemin à creuser. Barakallahu fik. Donc deux questions, c'est Hajaji, une question, c'est Monji. Et allez-y, c'est Hajaji. Je commencerai par répondre à Madame Moufid. J'ai beaucoup admiré votre présentation tout à l'heure. Il y a des éléments phares sur lesquels on peut s'appuyer pour engager une démarche de taxation carbone en Tunisie. C'est excellent. Ça nous évite à payer la taxe aux frontières de l'Union européenne. Mais honnêtement, la valeur de 5 millim avec le prix de marché du carbone actuellement qui avoisine les 65 € la tonne de carbone, ça demeure relativement faible. Peut-être ça sera une autre occasion pour déclencher des réflexions sur cette thématique-là avec l'équipe Lanameu actuellement qui est en train de travailler sur cet aspect-là, l'aspect financier du carbone. Juste pour enchaîner avec ce que vous avez posé comme question, dans la comptabilité carbone, il y a 3 aspects. Il y a le bilan carbone de l'entreprise, temps CO2 équivalent par année d'exercice. Il y a l'empreinte carbone du produit, c'est-à-dire je produis un pantalon jean, quelle est l'empreinte carbone, c'est associé au produit. Il y a le 3e bilan, ça s'appelle le bilan territorial. Région du Tunis, combien ça émet de gaz à effet de serre au courant d'une année d'exercice. Ce qui va concerner la taxe carbone aux frontières lorsqu'on va exporter, c'est plutôt, elle est reliée, ce n'est pas l'empreinte, mais elle est reliée l'empreinte produit. C'est-à-dire on a intérêt pour les produits actuellement qui sont concernés par la taxe carbone, les 6 secteurs concernés, les systèmes d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, d'engager dès à présent une démarche sur plusieurs aspects, la taxe carbone, de créer des quotas d'émissions en Tunisie, là où une entreprise dispose selon des
comme ce qu'on appelle le mécanisme d'octroi des quotas, et créer ce dynamisme. Ce n'est pas la taxe qu'on doit mettre en place, c'est aussi bien un système de champ de quotas d'émission. Et ce sont deux outils, deux instruments financiers qui proviennent du protocole de Kyoto, sont complémentaires, sur lesquels on doit travailler. Donc, on doit commencer honnêtement, puisque ça va éviter une fuite de devises aux frontières de l'Union européenne. Et c'est dès maintenant qu'on doit commencer cette démarche, puisque je sais très bien qu'il y a un arsenal juridique qui doit être dans la trame de fond, mais c'est dès maintenant qu'on doit penser. Il y a la communauté savante qui peut être معنا, il y a l'ANME, il y a les structures d'appui tout ce qui se travaille sur cet aspect, et on est à votre disposition. Concernant la deuxième intervention, les facteurs d'émission. Peut-être je me suis mal exprimé, les facteurs d'émission sont des facteurs qui évoluent dans le temps. Aujourd'hui, le facteur d'émission de la Tunisie dans l'électricité, il est telle valeur. Mais du moment qu'on a un objectif 35% à l'horizon de 2030, vu qu'on va progressivement intégrer le photovoltaïque dans nos mix énergétiques, ce facteur d'émission, ça va évoluer. Et là, peut-être, on doit penser dès maintenant comment on va, l'incorporation du photovoltaïque, comment ça va impacter le facteur d'émission. Certainement, il va tirer vers le bas, mais à quelle valeur? Donc, mais encore une fois, je me suis restreint dans mon discours sur l'électricité, mais là, ça peut être dupliqué pour tout ce qui est produit, utilisé, consommé en Tunisie. Donc, merci. Merci de m'avoir donné encore une fois la parole via cette question. En fait, pour le silicium que nous avons fabriqué, je vais répondre à votre question, mais il faut que je clarifie certains aspects. Le silicium, il faut savoir que le silicium est utilisé dans l'électronique, toute l'électronique. On l'utilise dans les diodes, transistors, les chips, toute l'électronique utilise le silicium. Et comme j'ai dit, 95% du photovoltaïque utilise du silicium. Ça, c'est du silicium fabriqué à partir du sable